C'est le roi des rock critiques. Alors évidemment, incontournable Philippe Manœuvre. Avec lui, c'est la passion du rock'n'roll. Depuis les débuts, Philippe, c'est une passion qui du matin au soir, quoi. Oui, c'est vrai, depuis que j'ai 12 ans, je collectionne au début des 45 tours, après les albums. Ensuite, je suis devenu rock critique dans l'espoir d'obtenir des disques un peu gratuits. Puis alors, quand j'étais rédacteur en chef, là, j'ai eu 30 ans de bonheur. Parce que rédacteur en chef d'un journal rock, j'avais tous les coffrets. Les rock et folk et voilà, tout ça. Voilà. Devenu copain avec Johnny, copain avec plein d'artistes. Bon, enfin, les plus grandes stars. Oui, on est copains, c'est un bon mot. Oui, on les fréquente le temps d'écrire un article, puis après on repart sur un autre, puis un autre. Voilà, c'est un truc extraordinaire, ça. Parce que alors, si vous aviez l'intention d'aller sur la Lune avec Elon Musk ou alors sur une île déserte où vous voulez, voilà ce qu'il faut emporter avec vous. Oh, c'est la discothèque rock ultime. Alors là, c'est chez Hugo Design. C'est ultime, Philippe. Ça a été très dur de choisir. Ça, c'est les plus grands disques. Bah oui, ça n'a pas été si dur parce que là, cette fois, au lieu de mettre mes goûts en avant, j'ai mis les goûts du public. J'ai cherché quels étaient les disques qui avaient le mieux fonctionné auprès du public, ceux qui avaient le mieux marché, quoi. Ouais, alors par exemple, tiens, on va commencer par ça. Ah bah ça. Regarde, ça, je monte ça. Alors ça, c'est voilà, ça vous dit quelque chose? Bah oui, c'est Elvis Presley. Il y a une explosion rock'n'roll en Amérique et les gens de RCA se disent, ce jeune Elvis, si c'est un beau gosse, ça pourrait fonctionner et ça va fonctionner. Mais en fait, le Big Bang, c'est pas ça, c'est l'album suivant. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'album-là. Là, tout ça est là. Ça commence par Elvis, vous voyez, hein, les Sun Sessions. Puis alors après, voici le Big Bang. Voilà. Alors ça, là, c'est... On ne sait pas pourquoi, enfin si on commence à comprendre, mais enfin ce morceau, Rock Around the Clock, présenté par un gros monsieur avec un accroche-cœur sur le front, un peu bedonnant, ça va faire un malheur total parce que le morceau est mis au générique de Graines de violence. C'est un film sur les voyous, sur les garçons qui fument aux toilettes pendant la cour de récré et qui se bagarrent avec le prof parce qu'il aime le jazz et eux ils aiment le rock. Et du coup, ce petit morceau de Bill Haley qui n'est ni rebelle ni rien, et par le subtexte, il va devenir le premier morceau rock'n'roll mondial, 22 millions d'exemplaires. Le Bill Haley qui se met à tourner pendant 4 ans, il vient jouer à l'Olympia, 297 fauteuils cassés, enfin, c'est génial. La folie Bill Haley. Tiens, écoute ça, écoute, c'est pour danser, hein. Wow, il fait une descente de guitare, là. Et le guitariste va se tuer dans un escalier, il verra pas sortir le morceau. Le guitariste de Bill Haley tombe dans un escalier, il se tue, il ne voit pas sortir le morceau. Alors quand on dit, Philippe, c'est les plus grands disques, tiens, regarde-moi ça. Ah ça, alors ça... Le premier album des Beatles, hein, le premier album des Beatles en mono, en plus évidemment, hein, à l'époque. Et c'est un album que les Beatles vont enregistrer en une journée. Ils arrivent le matin à 9h et ils finissent le soir à 22h. Ils ont enregistré un album et c'est un album qui va fasciner l'Angleterre parce qu'il va rester 30 semaines numéro 1. Personne n'a jamais réédité l'exploit. Personne, ni Elvis, ni Madonna, ni Taylor Swift. 30 semaines numéro 1 des ventes en Angleterre. Ils venaient juste de passer à l'Olympia avec Sylvie Vartan. Voilà, ils vont finir avec Sylvie Vartan. Après, ils vont partir conquérir l'Amérique. Immédiatement après la France, ils vont aux États-Unis et c'est la folie. 60 millions de téléspectateurs les regardent passer au Ed Sullivan Show. Enfin, c'est la Beatlemania commence. Alors, il faut choisir. Alors, il y a plusieurs Beatles à l'intérieur. Évidemment, il y a Sgt. Pepper's, il y a le double blanc. Évidemment, c'est incontournable. Et puis, alors, voici les concurrents. Bah oui. C'est les concurrents, évidemment. Et là, ils deviennent des concurrents dangereux. C'est le 5e album. C'est le 5e album. Out of Heads. Out of Our Heads. Et ils ont, sur cet album, ils ont le tube. Ils ont Satisfaction, le premier morceau qui peut rivaliser avec les Beatles, qui d'ailleurs dégage les Beatles du hit parade des 45 tours en Amérique. Quand Satisfaction sort, je crois que c'est comme disait le manager des Stones, je crois que vous avez écrit l'hymne international des mauvais garçons. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un disque absolument dingue. Hein. Parce que voilà, il y a eu plusieurs versions. Il y a la version américaine. Il n'y a pas encore le tube. Hein. Bah non. Mais Satisfaction, voilà, Satisfaction, ce morceau va porter les Rolling Stones. Vraiment, on peut dire qu'à partir de là, ils sont rivaux des Beatles. Oui, alors il y a Sticky Fingers aussi, bien sûr, là-dedans, avec sa fameuse braguette. Et Exile on Main Street. Exile on Main Street. Il y a des 3 meilleurs albums des Stones. C'est dur de choisir de tout ça quand même. C'est sûr. Là, il fallait faire des choix, là. Hein.
J'ai fait les choix, mais j'étais très aidé. J'avais un peu les chiffres de vente français qui sont différents des autres pays, hein. En France, on a des passions pour certains albums, comme un album comme Harvest. Je crois que c'est en France que, à part aux États-Unis, De Neil Young. Neil Young, Harvest de Neil Young, en France, c'est un disque qui s'est vendu à près de 1 500 000 exemplaires. Voilà, un album culte. Ça, regardez-moi ça. C'est les Beach Boys, Ouais. Pet Sounds. Ouais. C'est les sons des animaux domestiques. Hein. Oui, alors voilà, c'est les bruits que feraient les animaux au zoo. Mais c'est un disque magnifique. C'est là, aujourd'hui, enfin, quand on demande à tous les critiques rock quel est le meilleur album de tous les temps, Pet Sounds est toujours classé dans les Qui a 3 meilleurs. influencé le Sgt. Pepper Bah des oui. Beatles. Ah bah oui. Ouais, il y a une imagination dans les sons. Ah ouais, puis alors, et puis les chansons God Only Knows, il n'y a que Dieu qui sache ce que je ressens quand je pense à toi. Des chansons on n'avait jamais entendu ça en 1966. Hein. Ouais. Et je parle même pas de Good Vibrations, qui était le 45 tours, qui annonçait l'album. Enfin, non, mais on a eu du lourd. Incroyable. Écoutez, c'est là-dedans, hein. Écoutez. Ça, c'est les harmonies vocales. Et quand c'est une famille qui chante, et même c'est comme les frères Jackson, c'est magnifique. Ouais. Tiens, alors, ça, on va dire, c'est une pochette mythique. Oui. C'est Andy Warhol qui signe, vous voyez, cette banane. Je ne sais pas si on la voit bien, la banane. Oui. Hein Oui. Et là, évidemment, le Velvet Underground, c'est forcément dans les albums incontournables. Oui, alors que c'est un disque qui se vend pas beaucoup à l'époque, mais qui depuis a rattrapé le temps perdu. Et surtout, c'est le premier disque indépendant. Tous les gros groupes étaient sur des majors. Les Stones étaient chez Decca, les Beatles chez EMI, les Beach Boys chez Capitol. Le Velvet, ils sont sur Vogue, un tout petit label de jazz. Et comme c'est un tout petit label, le groupe fait ce qu'il veut. Et ça crée le rock indépendant. Là, les musiciens, ils parlent de choses dont on n'a jamais parlé. Enfin, il y a une ode au sadomasochisme où il dit maîtresse cruelle, frappe-moi, frappe-moi. Ça passait pas chez EMI, un truc comme ça, chez Capitol. Lou Reed, Nico. Ouais, John Cale, Moe Tucker, et Sterling Morrison. Ouais, c'est le premier des groupes indépendants. Donc, il n'y a pas si longtemps à la BBC, il y a eu un grand débat de 4 heures. Quel était le groupe le plus important, les Beatles ou le Velvet Underground? Parce que la question, elle mérite d'être posée. C'est vrai, écoutez. C'est sublime. Hein. Sunday Morning par le Velvet. Alors, moi, j'étais même pour cet album, le suivant, vous devinez pas, parce qu'il y en a plein, mais là, c'est quand même le premier Pink Floyd. Le premier Pink Floyd avec là, Syd on est Barrett. avec Syd Barrett. Ouais. Et le Pink Floyd, avec cet album-là, ils inventent un peu la spatialisation. D'un seul coup, il y a des solos de guitare qui partent dans le cosmos. On entend une musique différente. On dira, il y a des critiques qui diront, c'est la musique des étoiles. Et c'est vrai que ça commence avec Astronomie dominée, là, cette espèce de... Ça commence par un morceau de 8 minutes. Oui. Aucun groupe n'avait essayé ça. Hein. Et en mono aussi, première Non. version, mono. Écoutez le Pink Floyd des débuts. Hein. C'est magnifique. Là, c'est vraiment de la musique pour Elon Musk et ses troupes s'ils décident d'aller sur la planète Mars. C'est un album ira Voilà. avec eux. Alors, je veux dire, on va pas tous les faire. Si, allez, on les fait tous. On fait tous les disques à là-dedans, Philippe. Mais si vous voulez, on en a pour 3 heures. Mais on en moi, a pour 3 heures. quand on aime, on compte pas. Il y en a combien là-dedans? 166. 166. Oui. Pas un de plus, hein. Pas un de plus, parce que l'éditeur voulait absolument que ça sorte en 2024. Il voulait prendre sa retraite, ce que je comprends. Ça fait 2 ans qu'il attendait. J'ai dit, OK, on le sort. Mais il y a 166 disques. Il y a 50 chroniques que j'ai écrites là pour ce livre. J'ai été aidé par 5 copains sur la fin. J'ai demandé à Éric Dahan, à Olivier Cachin, Jérôme Soligny, Isabelle Cholet et Olivier Nuc du Figaro de m'aider, chacun de me faire une chronique, parce que moi, j'avais plus le temps, je n'arrivais plus. Il fallait... Chaque page, on a à la fois l'album qui est présenté, mais aussi les étiquettes de disques de l'époque, des vinyles, qui nous présentent des logos de maisons de disques qui ont presque toutes disparu. Hein. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait 40 maisons de disques. En 64, il en reste 3. Et puis, on a aussi mis les pochettes des 45 tours. Ouais.
très important. Tout ce qui allait avec l'album. Bah oui, voilà. tout ce qui allait avec l'album. Et puis moi, je raconte l'histoire de la fabrication de l'album parce que c'est jamais facile. Un disque comme Saturday Night Fever ou Blondie Parallel Lines, c'est pas facile de réussir un album qui va plaire à 27 millions de gens. Il y a des ingrédients bizarres. Mais en plus, il y a une variété. Tiens, on va entendre la suite là. Une variété qui est dingue. Voici Zappa. Moi, je suis fan. Zappa, Alors, ok. Zappa, Hot Rats. Ah bah oui. Là, on est dans du lourd. On est Ça à- invente le jazz Oui. rock. Il invente un peu le jazz rock hein, avec cet album-là, les solos, des improvisations, une musique improvisée, sans doute enregistrée en une journée. Un album qui est fait en une journée, improvisé totalement. Il y a Captain Beefheart qui est pas loin. Oui, un oui. personnage. Voilà, oui, il y a des grands personnages. Il y a l'album suivant là que vous avez là, les Stooges. Voici les Stooges. Alors Regardez. ça, Iggy Pop, hein, Oui. dont j'ai le t-shirt aujourd'hui. Fan de Iggy, hein, Philippe. Iggy and the Stooges. Cet album est considéré par Jack White comme le meilleur album de rock de tous les temps. C'est assez, ce petit album rouge qui en France a dépassé les 120 000 exemplaires. Ah Donc, oui. c'est quand même, c'est étonnant. Écoutez la voix de Iggy. Non mais moi je sais pas vous, mais alors si ça vous donne pas envie d'écouter de la musique, ce bouquin-là, il est fait pour ça. hein. Merci. Parce que quand on a le bouquin comme ça, on se dit ouais bon sang, allez, on va les remettre les disques sur la Et platine, oui, ou on va aller ou- les acheter. hein. Ou surtout, vous avez le jukebox dans votre téléphone, vous Mais pouvez oui. écouter les disques en lisant le livre. Enfin, il n'y a plus aucun problème. Mais quoi. pourquoi Donc- se gêner d'écouter Bah les plus oui. grands disques Alors de l'histoire là- comme celui-là? Ah ça. Bowie, Bon, Ziggy j'ai mis Stardust. 2 albums de Bowie parce que je dois dire que ce n'est pas l'album de Bowie qui s'est vendu le plus. Ziggy Stardust, c'est Let's Dance. J'ai mis Let's Dance aussi Oui. dans le livre pour le respect historique. hein. Mais c'est sûr que autant Let's Dance est un disque dont les ventes sont bloquées aujourd'hui, autant Ziggy Stardust, tous les ans, il y a quand même 50, 100 000 personnes qui redécouvrent cet album, qui l'achètent. Chef-d'œuvre du début à la fin. C'est un C'est chef-d'œuvre un du truc. début. Il n'y a pas une mauvaise chanson sur cet album. Ouais, écoutez, Bowie. Allez, voici le boss. Ah, l'arrivée Hop là, regardez. l'arrivée de Bruce Springsteen. Bruce Alors là, Springsteen, hein, avec cette pochette mythique, avec Clarence Clemons, ouais, saxophone. de l'autre côté, hein, Ouais, pour me alors tournez-le, voilà, le Voilà. saxo, Clarence et Bruce qui dit. Alors ça m'a toujours frappé. C'est un chanteur qui dit à son équipe, on va faire un chef-d'œuvre. Et il rentre en studio 6 mois. Et ça sort, et c'est numéro 1, et c'est le chef-d'œuvre, et tout le monde est au Gardave. C'est magnifique, quoi. Réussir ça, c'est très, Ouais, très rare. on se hein. doute que là, il y a un type qui va devenir une plus grande star mondiale. Absolument. À ce moment-là, c'est encore le Oui, gamin. parce que, voilà, c'est encore un gamin, mais il va se battre sur scène. Il va y aller. Il va aller les chercher un par un, quoi. Si j'ose dire. Il va vraiment. Fallait voir Springsteen à l'époque, si vous l'avez vu, Philippe. Bah, Il bondissait sur les pianos. Mais il faisait son avait- medley rock'n'roll de 8 minutes à la fin. Il faisait tout. Il jouait 10 rock'n'roll enchaînés. Non, mais c'était un groupe d'élite. Alors là, c'est dans le même genre, on va dire. Alors ça, c'est le Là- début des filles du rock. Voilà. Voilà. Moi, j'ai essayé de trouver le maximum de filles pour les mettre dans le livre, mais il faut bien reconnaître que quand Patti Smith arrive en 1975, un an avant le punk, elle arrive avec cet album, elle est habillée en bonhomme, elle a un espèce de côté, on dirait la petite sœur de Keith Richards. Elle n'est pas souriante. Normalement, une chanteuse qui fait un disque est très souriante. Elle n'est pas souriante, elle est un peu, je dirais... C'est une photo mythique, hein. Ah oui, c'est une photo de Robert Mapplethorpe, hein, son fiancé des débuts. Et là, quand on voit cette pochette, je sais pas, on se dit, tiens, les filles arrivent là. Et c'est Ouais. un peu ce qui s'est Elle passé. fait une reprise De Gloria, ouais, elle fait de Van Gloria. Morrison. Et puis, Qui est mais un- alors, oui. elle débute ça à sa façon, comme elle est poétesse. Elle dit Jésus est mort pour vos péchés, mais pas les miens. Et elle commence din 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 din. Moi, je trouve ça. Le disque, on peut l'écouter aujourd'hui. Je pense que n'importe quel adolescent de 15-16 ans va se dire mais ça me parle, c'est pour Ouais, moi ouais. ce C'est disque. normal qu'il soit là-dedans. Écoutez, Patti Smith. Avec Lenny Kaye à la guitare, hein. Un ancien vendeur de disques dans un magasin qui jouait un peu de guitare qu'elle avait récupéré. Ouais. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte que là, on écoute la musique, bon sang, mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est génial. Merci Il y a pour pas votre une faute de goût, enthousiasme. tiens. Ah. Voici. Alors moi, c'est la version men's
Men's Machine, Men's Machine, c'est la version allemande. Ouais. Parce qu'il y a Man Machine, Men's Machine, bon, de même qu'il y avait 2 Autobahn. Les Kraftwerk jouent avec ça, mais surtout, ils jouent avec des synthétiseurs modulaires. C'est le début de la musique électronique. Ça va culminer avec Daft Punk bientôt, mais il faut reconnaître, en 1979, voilà, Kraftwerk jette les bases de ce qu'on a appelé le motoric beat allemand, quoi, où les machines sont parfaites. Elle donne l'illusion d'être humaine et c'est comme si quand on écoute ce disque on est dans une Mercedes qui roule sur l'autoroute la nuit. Ouais. Voilà, c'est bien. Alors, on tape même sur le micro. Oh non Philippe. Écoutez Kraftwerk. Et c'est les mélodies de la machine, c'est des petites mélodies Casio, quoi. C'est magnifique. Franchement, là, va y avoir beaucoup de gens qui vont se pencher sur cet album. Écoutez. Les vocodeurs. Oui. Là, Alors, il non, donne... Philippe, c'est vraiment des robots qui jouent sur scène ou c'était... Alors, attendez, ils aiment bien j'ai jouer. l'impression que c'était des robots. Ils mettent des robots, il y a tout un spectacle autour de la robotique et des robots. En fait, il y a quand même 4 musiciens derrière, hein, même si, bon, il y en a 2 qui sont morts, c'est un peu triste, un peu difficile. Il y a le groupe Cannes aussi, Ah, avec Tago Mago qui est dans le bouquin, qui est un des groupes allemands. Un des chefs-d'œuvre du psychédélique allemand, l'album Tago Mago de Cannes, on peut encore recommander, hein, c'est sublime. Puis alors, il y a Prince. Et ça, c'est évidemment, on passe à la musique, on dirait c'est du rock, c'est quoi? Comment on le qualifie? Prince, je dirais, la compétition fait les champions. Ça, les Américains aiment bien dire ça. Michael Jackson avait surgi en fin 83, souvenez-vous, avec son Thriller, et ça a réveillé les ardeurs de Prince, qui s'est dit, ok, on en est là, je vais répondre, et il fait cet album Purple Rain, qui est un chef-d'œuvre absolu. À la fois, il y a un peu d'électronique, il y a du funk à la George Clinton, funkadélique par Liamant. Il y a une volonté aussi de faire un funk rock, une musique noire pour les Blancs. Et alors, le Purple Rain, il n'y a pas de clip. Il y a un film de 2h10 qui va servir de clip à Prince et qui va faire que cet album va rester 8 mois numéro 1 en Amérique. Il faudra que Bruce Springsteen sorte Born in the USA pour dégager Prince du numéro 1. Parce que je raconte aussi toute l'histoire. L'accueil de ces albums est toujours différent. Des fois, ça prend pas. Des fois, il faut faire une tournée. Des fois, je raconte le cas de Deep Purple qui ne voulait pas sortir Smoke on the Water en 45 tours. Ils ont tourné 1 an, puis à un moment, la maison de disques a dit on va sortir quand même le Smoke on the Water. Et là, numéro 1 mondial, planétaire. Alors, est-ce qu'il y a des disques qui se disent voilà, ça a été un triomphe, mais tu te dis non, ça le valait pas, ou tu te dis c'était pas bon. Voilà, c'est toujours une lutte. Quand on sort un projet artistique et qu'on amène une nouvelle musique ou des nouvelles chansons ou quelque chose de nouveau, il va y avoir une résistance. Mais déjà, vous avez vos collègues de travail qui sont pas très heureux que vous arriviez avec quelque chose de nouveau et il y a beaucoup de pièges. Et la campagne de promotion est difficile. Et donc, il vaut mieux avoir des bons 45 tours cachés dans l'album. C'est ce que je dis. Tous ces albums, ils ont en fait un seul point commun, c'est qu'il y a des très bonnes chansons sur chacun de ces disques. Sur Thriller, il y a eu 5 45 tours. Il y a eu Pensez à Quincy Jones. Il y a eu Thriller, voilà. Et puis, il y avait des musiciens d'élite qu'on va retrouver sur le dernier album de Daft Punk, Random Access Memory. Ils ont repris certains musiciens. Et Philippe, quand on était à Rock et Folk et que les disques arrivaient tout frais, tout nouveau, on ne savait pas forcément que ça allait devenir des classiques. On pouvait se gourer. Oui. Est-ce qu'on s'est gouré parfois sur des albums qui sont devenus mythiques qu'on n'a pas vus au moment où ils sont sortis? Ça arrive malheureusement. Hein. Je ne veux pas citer d'exemple, mais ça arrive. Moi, j'en ai un. Tiens, Hotel California des Eagles, dans Rock et Folk, c'était considéré comme un album de transition qui n'allait pas marquer longtemps les esprits. C'est vrai. C'est vrai. Bon, mais enfin, on est des êtres humains. Hein. On n'est pas des dieux non plus, comme disait Gainsbourg. On n'est pas des dieux. Et donc, c'est vrai que des fois, on peut se tromper. Mais là, aujourd'hui, les Eagles, ils font partie des 3 artistes qui ont vendu un album à plus de 50 millions d'exemplaires. Il y a Michael Jackson avec son Thriller. Il y a les Eagles avec leur best-of. Et il y a AC/DC, Back in Black. Ça, c'est les 3 albums. Ça, c'est là-dedans. Ah bah je vous le dis, c'est là-dedans. Vous allez avoir toutes les explications. Il y a des albums qui ont dépassé. Voilà, il y a des albums qui ont dépassé 50 mondes, les 3 que je viens de vous citer. Il y a des albums qui sont à 40 millions, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Meatloaf, Bat Out of Hell, etc. Tina Turner, Private Dancer, la voilà. Et magnifique vous avez des albums
qui sont à une trentaine de millions, j'allais dire seulement une trentaine de millions, où là, vous avez du Black Sabbath, vous avez beaucoup de groupes de métal comme Iron Maiden, Metallica, le Black Album, etc., etc. Vous avez beaucoup de groupes qui sont à 29, 30 millions. Oasis, quand même. Oasis, colossal, Oasis. hein, ils sont là. Ils font partie des 27-29 millions avec leur deuxième album, What's the Story, Morning Glory, que j'ai mis. Écoutez ça. Magnifique, quoi. Il faut des chansons. Il faut des chansons pour vendre un album. Ouais, ce qui est extraordinaire, on écoutait tout à l'heure Elvis, c'est le premier de la liste. Ouais. On va entendre celui qui est à la fin dans quelques instants. On va aller, plutôt, ils sont plusieurs, on va les découvrir dans quelques instants. Ok. Mais Philippe, là, c'est beaucoup d'amour, Oui. c'est beaucoup de souvenirs. J'avais envie de laisser ça. Souvent, voilà, ma femme me dit, mais pourquoi tu racontes pas l'histoire du rock à nos enfants? Je me dis, bon, je leur ai raconté, il y a le bouquin, ils le liront quand ils voudront. J'ai mis tout ce que je savais dans ce livre. Ouais, et beaucoup d'amour et de rock. et de Merci. musique. Ça, vous allez vous régaler. Ah, c'est Voilà, trop ça s'appelle la discothèque rock ultime de Philippe Manœuvre. C'est, faut dire la Bible, hein, c'est un ouvrage de référence. La bilbe. Évidemment, le dernier chroniqué, c'est Daft Punk Voilà. en ce moment. Oui, parce que c'est un Silence album de 2013. Les Mayas avaient dit que 2013, ça serait la fin du monde. Et je pense que ça a été la fin du monde analogique 2013. Et depuis, il y a autre chose qui se passe avec Spotify, Deezer, les plateformes, l'électro, les gens qui font leurs disques chez eux, à la maison, qui n'ont plus besoin d'aller en studio. Moi, j'ai raconté l'histoire du rock analogique. Voilà. Ouais. J'ai été de 54 à 2013. Et depuis, c'est une autre histoire et j'espère qu'il y aura des critiques pour l'écrire. Je sais qu'il y a des jeunes critiques. Ce métier va continuer. Non, c'est vous qui allez le faire. Ouah, On compte sur vous. vous êtes Irremplaçable. trop sympa. Regardez, le voilà le cadeau de Noël, la discothèque rock ultime de Philippe Manœuvre. Merci Philippe. Merci Daft à vous. Punk pour se quitter. Merci. À bientôt. Génial. Who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars.